Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tier list. Quand j'ai lancé ça, je m'attendais pas à ce que ce soit serré à ce point, mais Aladdin l'a emporté haut la main, haut la main. Et c'est pas plus mal dans un sens, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, si je continuais comme ça, j'aurais été un peu... Je me serais senti un peu obligé de traiter cette série, et c'est pas plus mal de le faire tant que j'ai encore quelques petits souvenirs. Parce qu'il faut avouer que ça commence à se perdre un petit peu. Mes impressions de cette série, je l'ai regardée 2 fois, en tout et pour tout. Donc quand j'étais jeune, je l'ai pas suivi entièrement quand j'étais jeune, mais une grosse portion quand même. Et puis bon, pour faire le Disney Film, évidemment. Et depuis, pas trop. Parce que c'est une série sympathique, hein, dont je garde un bon souvenir, mais est-ce que c'est une des plus grandes séries qui soit? Pas exactement. Vous attendez pas à voir de S? Je vous le dis tout de suite. Une fois de plus, les S, c'est pour les personnages vraiment exceptionnels. Il n'y a pas de personnages qui sont repris de façon très exceptionnelle là-dedans, hein. On verra le petit problème de reprise des personnages là-dedans. Mais bon, ça reste une série que je suis content d'avoir découverte. J'y vois un petit peu le coup d'œil histoire de... Est-ce que c'est l'une des plus grandes qui soit? Clairement pas. Mais avec un univers comme ça, c'est clair qu'il y a du potentiel, ils l'ont un chouïa exploité de façon acceptable. En tout cas, on va pas perdre énormément de temps, on va se lancer tout de suite dans la tier list qui a été faite par Bloodstorm. Je tiens à le préciser parce que des fois la tier list n'est pas disponible et ce coup-ci c'est Bloodstorm qui nous l'a faite à partir d'une liste que j'ai un peu moi-même mise en place. Donc s'il y en a qui manque, ça vient totalement de moi ce coup-ci. Je vais en parler rapidement de ces personnages-là. J'ai pris pour parti d'éviter les persos qui ont vraiment qu'une seule apparition, à moins que ce soit vraiment marquant. Il y a quelques personnages d'une seule apparition, mais globalement, c'est surtout des personnages récurrents que je reprends. Et comme d'hab, j'ai pris le temps de répartir un peu ça. Tout d'abord, les personnages de soutien qui ont des apparitions sporadiques, puis de façon un peu dégradée, les méchants, et enfin nos héros principaux. Nos personnages centraux qui réapparaissent régulièrement avec des cas un peu spécifiques. Voilà, hein. Il n'y a pas beaucoup de classes de personnages. Il y a quelques persos qui sont un peu gris, on le verra, mais globalement il n'y a pas des masses de catégories à définir. Ce qui rend ça cool, hein. C'est pratique pour traiter ça. Donc, un grand merci une fois de plus à Bloodstorm d'avoir fait cette liste. Et on se lance tout de suite avec Tundra. Alors, on commence avec les amoureuses de service de nos personnages. Donc, Tundra, cet oiseau du temps qui a une relation avec Yago. Elle est cool, elle passe. Disons que sa façon de bêtement tomber dans les bras d'Yago, c'est traité un peu à la rigolade et c'est un peu dommage. Mais en dehors de ça, c'est une dirigeante de son coin efficace, qui montre bien ses responsabilités, tout ça, tout ça. Elle m'a pas énormément marqué, mais j'ai pas souvenir qu'elle ait eu de moments particulièrement affreux ou quoi que ce soit. Ce qui fait que voilà, j'en garde un souvenir plutôt positif. Eden, donc la génie féminin, et qui a son propre nom ce coup-ci, hein. C'est pas comme le génie qu'on connaît qui s'appelle le génie. C'est juste un coup de chat en fait, c'est la grosse coïncidence. Comme par hasard, le génie s'appelle le génie. Mais c'est juste le seul qui s'appelle comme ça. Les autres génies, ils ont des prénoms un peu spécifiques, un peu définis. Ok. Donc voilà, Eden, elle est cool, elle est fun. Elle apparaît que 2 ou 3 épisodes, il me semble que c'est seulement 2. Je pense que c'est pour ça que je vais seulement la mettre en B et pas en A. Parce que ça manque un tout petit peu de développement pour être ultra marquant. Mais voilà, c'est Génie version fille, elle est très drôle quand elle est mise en avant. Et son lien avec sa nouvelle maîtresse qui l'appelle, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu mignon là-dedans, où elle essaye vraiment de l'influencer pour qu'elle fasse les bons vœux, parce que c'est juste une enfant qui a du mal à bien savoir ce qu'elle veut. J'aime bien ça, c'est très joli. Ah, c'est limite en A, on va dire que c'est la numéro 1 de la B, je pense. Mais c'est quand même très joli. Le problème, c'est qu'on ne crée pas les histoires les plus folichonnes autour d'elle, quoi. À nouveau, elle apparaît que dans 2 ou 3 épisodes, et dans un épisode centré sur elle, c'est Abysmal qui fait le con, une fois de plus, et si,
Ça aide pas. Je suis désolé, ça aide pas hein, à la mettre énormément en valeur. Après, donc, nous avons ce gars. Alors, je l'ai compté, histoire de le compter, parce que j'ai gardé un vague souvenir de lui. C'est donc un marchand qui gère certaines affaires de temps en temps avec Aladdin. Il m'a pas marqué plus que ça, en toute sincérité. Du peu que je me souviens, il était ultra plat. Mais disons que j'apprécie l'idée d'appuyer que pour certaines affaires du genre commercial, on garde un peu les mêmes têtes, histoire de dire qu'on change pas d'un trait à l'autre. J'apprécie un petit peu ça. Après, voilà. Hein. Je suis sûr que tout le monde s'en fout de ce personnage, moi aussi je m'en fous un peu, mais j'apprécie l'idée de sa récurrence. Voilà. Nous avons ensuite le fameux devin cyclope qui s'appelle Fazir. J'ai noté, hein, parce que je me souviens pas de tous les noms. J'ai essayé de me souvenir un petit peu de certains noms, mais je les ai pas tous en tête, je suis désolé. Hein. Alors il est cool. Le problème que j'ai avec lui, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui essaye de prévenir Aladdin et de l'aider sur pas mal d'affaires où il a donc cette capacité de voir un peu ce qui se passe et d'essayer d'aider à la situation. J'aime beaucoup sa rivalité avec Mirage. Si j'arrive à la retrouver dans l'eau, elle est là, Mirage. J'apprécie beaucoup sa rivalité avec Mirage. Problème, c'est que on va pas jusqu'au bout de ça et que à plusieurs moments on a vraiment le sentiment qu'il prévoit les choses quand ça arrange le scénario. Hein, c'est pas au niveau Garnet dans Steven Universe, mais voilà. Ce qui fait que j'aime beaucoup sa présence, j'aime son désir d'aider, j'aime la révélation sur son œil parce que tu sais pas pendant une longue période de temps que c'est juste un cyclope. Hein. La révélation quand ça arrive, je ne vous cache pas que c'est plutôt fort. Et j'aime beaucoup de choses, j'aime beaucoup le mystère qu'il instaure, et le mystère qu'il instaure, ben, on va pas jusqu'au bout. On va pas à fond au bout de ça. Et ça fait partie des choses frustrantes de cette série, quoi. On va pas au bout de la chose, ce qui fait que c'est pas aussi fort que ça le pourrait. Par contre, il y en a un qui va jusqu'au bout de son arc, même si je le trouve pas sensationnel en soi, mais je l'apprécie quand même. C'est celui-là. Donc, c'est une espèce de simili Capitaine Ahab, dira-t-on. C'est très similaire, hein. On sent qu'il voulait vraiment s'inspirer du personnage. Il apparaît dans 2 ou 3 épisodes où il est vraiment obnubilé par le fait de chasser une espèce de baleine des sables. Et j'apprécie beaucoup le développement qui est fait autour de ça. Au début, c'est vraiment quelqu'un d'obsédé par ses désirs au point qu'il met la vie d'Aladin en danger, sans que ce soit un sale méchant, c'est juste quelqu'un qui est vraiment les yeux rivés sur quelque chose. Mais l'épisode où il réapparaît, où on essaye de faire vraiment une conclusion sur son arc avec cette baleine des sables, il se met à comprendre que cette baleine représentait quelque chose pour lui, quoi. Plus qu'une obsession, c'était, il y avait une attache qui s'était créée et on essaye de faire une conclusion autour de ça. J'appréciais ça. Les épisodes centrés sur lui sont bons, sont très sympathiques. Après, voilà, le personnage m'a pas énormément marqué, il apparaît que 2 épisodes, donc c'est difficile d'aller plus loin que B. Comme pour Eden en fait, je pense que si on avait plus appuyé, plus développé ces personnages, plus montré ces personnages, ils seraient en A, sans problème. Mais ça manque de temps, de temps d'approfondissement pour être plus fort que ça le pourrait. Mais j'apprécie ça. Par contre... Und Kutma. Alors lui il va en F direct, hein, bien sûr qu'il va en F direct, je peux pas le blairer. Et vraiment, hein, le fait qu'on centre 3 ou 4 épisodes faciles sur lui, peut-être même plus, ça m'irrite particulièrement. C'est le gros débile de service qui essaye d'être gentil mais qui fout la merde sans le vouloir parce qu'il se fait manipuler, parce qu'il comprend mal les choses à chaque putain de fois. Alors déjà qu'en soi le concept même est vraiment pas très palpitant, surtout ça n'aide pas à s'attacher au personnage, qu'on le répète plusieurs fois, ça aggrave pas mal la chose, mais en plus, quand on appuie que c'est un gros lard qui aime bouffer du fromage qui pue, qui a un accent débile, tout ça, c'est juste le personnage gag le plus rasoir et irritant qu'on puisse créer. Le plus irritant qu'on puisse faire. Parce que on essaye de le rendre gentil en dépit de toutes les conneries qu'il fait. Et ça le rend d'autant plus désagréable. D'autant plus désagréable.
Je peux tellement pas le blairer ce gars-là. C'est vraiment pas. Après, nous avons Sadira. Alors, Sadira c'est compliqué. Je sais que j'en ai dit du bien rapidement dans ma critique de la série. Parce que j'aime beaucoup l'idée. J'adore particulièrement l'idée autour d'elle. Le problème, c'est comment c'est exécuté à plusieurs moments. L'idée de Sadira, c'est vraiment cette fille des rues qui tombe amoureuse d'Aladin et qui a envie de l'avoir pour elle. Et donc, elle a des ambitions qui sont pas aussi méchantes que la plupart des antagonistes que nos personnages affrontent, quoi. Elle veut juste avoir le bonheur et elle va trop loin pour ça. Sachant qu'elle sait mettre un frein quand même à ce qu'il ne faut pas faire. Je suis prêt à beaucoup de choses pour avoir mon Aladdin, mais je veux pas non plus mettre en danger la vie des autres. Faut pas exagérer, quoi. Elle a ses limites à ne pas franchir et j'apprécie ça, quoi. Ce qui amène à pas mal de moments intéressants sur sa psychologie. Le problème, c'est comment c'est montré et comment ça évolue. En fait, je pense que le plus gros problème, ça vient du moment où elle finit par être en accord avec Jasmine pour que, au bout du compte, elle soit juste amie et qu'elle n'insiste plus. Ce moment-là, c'est juste trois lignes de dialogue pourries. Elles sont d'accord, elles snobent rapidement Aladdin pour traîner ensemble. T'es- Jasmine, elle vient de faire je sais pas quel truc qui a mis en danger votre relation. Elle s'est un peu comportée en garce envers vous quand même. Et tu la considères quand même comme une amie avec qui tu veux traîner sans problème, sans trop réfléchir plus que ça, en snobant Aladdin. Eh ben, c'est sympa, hein. Ce genre de choses, c'est un peu emmerdant, hein. Je pense qu'il m'a quand même le plus plu autour d'elle, c'est l'après-coup, quoi. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ça semble indiquer que ça pourrait être elle, mais elle doit un peu se prouver pour ne pas être la méchante du moment. J'ai apprécié cet épisode-là. Mais en dehors de ça, je trouve que la façon dont est montré ce dilemme de personnage, même s'il est très bon, très intéressant en soi, manque de panache, manque de force dans l'exécution, tout simplement. Après, nous avons donc mon méchant de passage préféré, même si c'est pas techniquement un méchant, c'est un antagoniste qui représente mon épisode préféré, hein, si vous avez suivi, donc le maître des plantes. Hein, celui qui a passé un pacte, un marché avec le sultan il y a longtemps pour qu'il lui donne ce qu'il avait de plus précieux plus tard, hein, s'il devait s'intéresser à ses plantes. Et ce qu'il a de plus précieux évidemment c'est Jasmine. Et au début tu t'attends vraiment à ce que ce soit le gros méchant. Le gros méchant pas beau, il y a même des allures à la Jafar comme certains disent, c'est vrai, il ressemble un petit peu à ça dans le design. Et quand on prend le temps de s'intéresser à lui, de se centrer sur lui, on voit que c'est quelqu'un et qui a ses propres priorités et qui ne sont pas maléfiques en soi. C'est quelqu'un qui veut s'occuper des plantes, qui a vraiment cet amour pour ses proches et qui a du mal à pardonner à ceux qui les traitent aussi mal. Ce qui amène Jasmine à avoir de la compassion pour lui et à comprendre où il veut en venir. Et le combat, le conflit à la fin devient beaucoup moins manichéen. Et il y a une vraie tragédie derrière qui appuie bien ça. Un excellent personnage de passage, hein, le meilleur personnage de passage de la série, facilement. Après, nous avons donc alors notre trio d'affreux. Alors, je les ai comptés par un couple et un à part parce que c'est un peu particulier. Alors, ils sont introduits dans le double épisode sur le passé d'Aladin et d'Abou, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont forgé cette petite alliance avec eux. Ils se sont trouvés dans une situation où il y a une malédiction qui les a touchés, ces trois-là, et Aladdin et Abou se sont barrés. Alors, c'est assez joli la façon dont on amène ça, et dont ça revient un petit peu les mordre nos personnages principaux, nos héros. J'aime beaucoup ça. C'est facilement mon quatrième ou cinquième épisode préféré de la série, hein. Parce que je ne l'ai pas cité, il y a des gens qui arrêtent pas de dire ah, c'est un de mes préférés. Voilà, il est pas loin de mon top 3, soyez-en assurés. J'aime beaucoup la différence d'approche de cette malédiction de la part des uns comme des autres. Parce qu'on a ces deux-là qui en veulent à fond Aladdin, qui veulent s'en prendre à lui pour ce qu'il leur a fait, mais qui vivent super mal leurs conditions de monstre après avoir été maudits comme ça. Et donc, même si il y a cette espèce de rapprochement entre eux, ils s'aiment, ils n'arrivent pas vraiment à être heureux par rapport à ça et à se retrouver.
Donc, même si ce sont des antagonistes, on a de la peine pour eux. Alors qu'à côté, il y a ce troisième larron là, qui lui est maléfique. Lui, ça lui fait plaisir d'avoir ses pouvoirs, qui lui donnent plus de force, tout ça, tout ça. Et donc, cette différence d'approche amène à ce que ces deux-là aient leur rédemption à la fin. Et c'est très cool leur rédemption. Et à ce que celui-là finisse par se dire merde, je veux pas de rédemption, moi je veux juste pouvoir profiter de mes pouvoirs et faire le mal, pouvoir profiter des rapines que je peux faire avec ça. Hein, on l'a vu à 2-3 reprises après le double épisode, ceux-là ils ont eu leur fin heureuse et on a été content pour eux. J'ai beaucoup aimé cette scission entre ces deux parties-là. Hein. Et ce qui fait que c'est seulement en B, c'est que ben, ces deux-là ils apparaissent seulement dans leur double épisode et ils sont touchants dans leur double épisode, mais ça manquait de force dans leur dialogue pour être aussi marquant qu'avec le maître des plantes, je trouve. Et lui, il va réapparaître, mais une fois qu'il réapparaîtra, ben, c'est le méchant pas beau qui veut se faire du fric et tout, rien de sensationnel quoi. Il n'est pas ultra marquant en soi, c'est sa décision qui le rend un peu intéressant. En dehors de ça, c'est pas non plus ultra mémorable comme méchant. Mais tel quel, ça va. Tel quel, ça va, j'ai bien apprécié leur approche. Ensuite, nous avons ce gars-là, je me souviens plus du nom, il apparaît que dans un seul épisode. Alors lui, c'est un peu un chaotique neutre, dirait-on. Parce qu'il aime foutre le bordel, mais il n'a pas de parti pris. Ce qui fait que lorsque Mirage l'envoie vers Aladdin pour foutre la merde, il est content de foutre la merde, mais au bout d'un moment, il sera content de foutre la merde auprès de Mirage, hein, pour la faire chier. Hein. C'est quelqu'un qui aime foutre le bordel. Hein. C'est une sorte de Loki low cost, dira-t-on. Et pour ce qu'il apparaît, il est cool pendant un épisode. Il est tellement tout puissant, il peut tellement tout manipuler comme il veut, c'est une sorte de dieu ce gars, il défait même le génie sans trop de problèmes, que c'est clair et net qu'on pouvait pas en faire un méchant récurrent sans que ce soit cheaté, sans que ce soit ridiculement grossier la façon dont on pourrait le battre. De ce fait, quoi, c'est juste un personnage de passage qui a sa valeur, qui a sa personnalité qui passe bien, mais qui est pas non plus ultra marquant de par sa présence un peu limitée. Mais bon, hein, son apparition a quand même pas mal marqué. Bon, nous commençons à entamer les méchants vraiment récurrents de cette histoire, en commençant par Abyssmal. Je fous en E ou en D celui-là, je sais pas. Je vais le mettre en E. Parce que je trouve pas qu'Abyssmal soit l'un des pires persos jamais existants. Ce qui me gonfle, c'est le fait qu'on insiste sur lui. Pourquoi vous insistez sur Abyssmal? Qu'est-ce qu'il y avait de si génial autour du personnage? Je comprends pas. Sérieusement, je crois que c'est le méchant qui a apparu le plus de cette série Abyssmal. Et c'est toujours pour des conneries. À quelques rares exceptions près, il y a 2-3 épisodes où ça passe, mais globalement c'est toujours pour des conneries. Il fait l'idiot et il représente une menace, histoire d'eux, mais chaque fois c'est ridicule, chaque fois c'est chiant et je peux pas le blairer à cause de ça. Ce qui fait que j'ai du mal à comprendre ce personnage-là dont je me souviens plus du nom. C'est toujours le second qui l'appuie pour essayer de tirer profit de ce gars. Parce que c'est une sorte de meneur-né, alors que non, c'est pas un meneur-né, c'est juste un géniard qui fait chier le monde. Il devrait pas être un meneur, il devrait se faire laminer en 3 secondes celui-là, mais bon. Et donc, il y a quelque chose que j'apprécie dans son côté, je me mets à son service, histoire d'avoir une porte de sortie, histoire de pouvoir tirer mon épingle du jeu, c'est un peu cool. Ça aurait été plus cool que ce soit face à quelqu'un d'autre. Enfin bon, disons que leur relation est un peu similaire à celle de Toffee et de... comment il s'appelait ce con dans Star Butterfly? Ludo, voilà. La relation entre Toffee et Ludo, c'est un peu ce même genre de principe. Le truc, c'est que Toffee, on sent que ça veut aller un peu plus loin et que... Bon, Ludo, je peux pas lui trouver beaucoup d'excuses, hein, je vous cache pas. Donc... Il y a ça, et ça arrive quasiment jamais en fait. C'est ce moment où il pourrait tirer son épingle du jeu. À un seul moment, il désavoue Abyssmal pour se mettre avec Jasmine Maléfique lorsqu'elle
elle est pas contrôlée par quoi que ce soit, elle perd juste la mémoire, ce que je trouve, ce qui rend une fois de plus ce passage-là un peu bizarroïde. Et en dehors de ça, c'est toujours la même dynamique qui n'avancera pas plus. Ce qui fait que, ouais, il n'en tire pas grand-chose. Cela dit, je reconnais que lui, au moins, il a des bonnes idées, et lui, au moins, il peut... C'est lui qui représente les menaces qui passent le mieux lorsque c'est Abyssmal, le grand méchant, quoi. Hein. Enfin bon, nous avons ensuite Mechanicless. Je mets en C. J'aime bien tout son côté inventeur farfelu qui crée des monstres mécaniques pour arranger la situation. Le problème, c'est qu'on en fait un petit peu trop un guignol. À un niveau un tout petit peu excessif, ce qui fait que j'ai du mal à entrer énormément dedans, même si j'avoue que le côté génie de la mécanique qui ennuie le monde avec ça, c'est plutôt cool en termes d'action, ça le fait bien passer. Mais c'est jamais rendu sensationnel par son caractère un peu de gamin et ses motivations, ses ambitions qui ne donnent jamais l'impression de vouloir aller très loin, malheureusement. Enfin, c'est toujours mieux que ce gars-là dont j'ai pas retenu le nom parce qu'il ne le mérite pas. F, direct. Je peux tellement pas le blairer. Je pense que je le préfère très légèrement à Unkutma, s'il faut vraiment que je me décide. Je vais peut-être essayer de faire un truc un peu plus recherché à ce niveau-là. Voilà, je préfère lui au marchand, tout ça. Bref, c'est le voleur loser avec lequel on essaye de faire une sorte de pseudo-vague parallèle avec Aladdin, comme quoi c'est un voleur des rues, seulement lui il a rien pour se rattraper, c'est un voleur des rues sans scrupules, et c'est tout. Il est idiot, il se débrouille mal, il a un accent débile. La façon dont on force les conflits qu'il instaure, je vous jure, ça c'est à côté Abyssmal a l'air d'une menace crédible. Quand je dis ça, c'est quand même quelque chose, quoi. Quand Abyssmal a l'air d'une menace crédible en comparaison, je peux tellement pas le verrer, celui-là. Alors, on a ce gars, je me souviens plus de son nom, il est cool dans l'idée. Le problème, c'est qu'on le met quasiment jamais dans des bons scénarios pour appuyer ça. C'est quelqu'un qui est vraiment pris par l'appât du gain et qui essaye vraiment de tirer son épingle du jeu, de se faire de l'oseille à partir de situations qu'il instaure sans se mettre en avant directement. Il essaye vraiment de manipuler les gens pour en faire son profit. Et c'est ça le principe. C'est le gros marchand véreux qui force un petit peu les choses à aller dans son sens. J'aime beaucoup ça. Le truc, c'est que la plupart des manipulations qu'il fait, c'est très souvent un peu ridicule. Je sais pas si vous vous souvenez du coup du rhinocéros géant, c'est dans un épisode avec lui par exemple. C'est lui qui manipule Unkutma de façon ridicule là aussi. Il n'est pas mis à son meilleur avantage, non, non, malheureusement. Ce qui fait que je ne peux pas aller plus loin que ça. Même si dans l'idée, ils pouvaient promettre, c'est comme Mechanicless, dans l'idée ils peuvent promettre beaucoup. Dans les faits, on les illustre pas très bien, malheureusement. Nous avons ensuite cette sirène dont j'ai oublié le nom et dont on m'a reproché de ne pas avoir parlé dans ma critique de la série parce qu'apparemment c'est super important. Et je vous cache pas que, à part le fait que ce soit une sorte de Dark Ariel, je vois vraiment pas ce qu'elle a de particulier pour elle. Je dirais elle passe très correctement comme méchante et au moins ses menaces ne sont pas ridicules. Elle essaye à un moment donné de prendre la place de Jasmine sur Terre en la manipulant, c'est cool, il y a quelque chose, mais une fois qu'on centre sur sa personnalité, ses désirs, il n'y a rien qui me parle particulièrement. Surtout qu'en plus, elle a que 2 épisodes d'apparition à mes souvenirs et le second n'a pas été très mémorable. Allez, je suis peut-être méchant, elle m'a vraiment pas dérangé, j'avoue qu'elle représentait une menace acceptable dans l'absolu. Je la mets en B, de justesse, de justesse. De pas beaucoup quand même, Nous avons ensuite Ayamagul. Lui par contre, je m'en fous royalement. Il apparaît dans 2 épisodes, celui-là aussi, ou peut-être 3, je sais plus. Aussi, il apparaît dans 3 épisodes et je me souviens plus du troisième en fait. Alors, une fois de plus, c'est programmé n'importe comment. Parce que son épisode de première apparition est diffusé après celui de sa réapparition. Donc, et donc, comme son nom l'indique, c'est une goule.
I am a ghoul. C'est la blague, hein, et voilà, c'est ici, il manipule un petit peu les morts. L'épisode où il apparaît la première fois est plutôt sympa parce qu'il essaye de manipuler des ombres pour s'attaquer à Agrabah. Et visuellement, il y a une bonne recherche que j'ai beaucoup aimé, mais en toute sincérité, c'est clairement pas de lui que viennent les bons points de cet épisode, quoi. Ça aurait pu être n'importe quel méchant lambda qui surviendrait de nulle part, que ça aurait été pareil. Ça aurait pu être Mirage, hein. Mirage aurait pu se servir de ça et ça aurait été la même chose. Le problème avec ce personnage, c'est qu'il a rien de très marquant. Et que, honnêtement, le rôle qu'il a, il aurait pu être grandement amélioré si, à la place d'Ayamagul, bah, ça avait été Jafar. Tout simplement, hein. Jafar qui reviendrait d'entre les morts en ayant trouvé une espèce de truc qui l'aurait transformé en mort vivant d'une quelconque façon et qui essaierait quand même de s'en prendre à Agrabah parce qu'il a quelque chose contre Agrabah, ça aurait mille fois plus marché que ce gars qui sort de nulle part, qui a une personnalité de méchant lambda pas très marquante. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, ça existe. Nous avons ensuite ce gars-là, cette espèce de serpent géant qui est de base le grand ennemi de Tundra et qui deviendra un petit peu le némésis de Yago. Un tout petit peu. Et plutôt cool. Plutôt cool pour ce qu'il apparaît. Imposant, quoi. C'est pas vraiment quelqu'un de très brillant, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime faire le chaos et qui est surtout imposant par sa présence et qui représente pas mal de dangers. On lui crée des scénarios qui sont bien fichus à cet égard-là, où il met bien en avant sa présence, mais est-ce que ça mérite d'aller plus loin que B? Non, parce que il n'a pas non plus une personnalité ultra marquante non plus, quoi. C'est plus sa présence que sa personnalité qui le démarque. Mais une bonne présence et une menace sérieuse quand il apparaît, c'est quelque chose qui vaut un tout petit peu plus que ça, je dirais. Bon, on s'attaque aux deux méchants préférés des fans, ceux qui ont clairement le plus de fanart sur eux, en commençant par Mozenra, qui est superbe. Superbe quand il apparaît, il n'a pas toujours les meilleurs scénarios, mais il y a une vraie présence, une vraie vilainie qui se dégage dans ses motivations. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à manipuler les autres pour faire ses sales besognes, en ayant vraiment ce dédain, ce dédain total de tout ce qui est inférieur à lui, même de ce qui est égal à lui. Il se considère comme supérieur à tout. Et cette supériorité se ressent beaucoup et ça en fait un méchant qui touche un petit peu à tout, qui manipule très satisfaisant. Le fait qu'on aurait pu jouer sur son passé davantage, c'est-à-dire c'est quoi la malédiction qui lui fait perdre un petit peu son corps de façon directe, là, ce qui fait qu'il a plus son bras, tout ça, et qu'on aurait pu jouer également sur sa possible relation avec Aladdin, hein, puisque je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le troisième film de base devait révéler que lui et Aladdin étaient frères cachés. Et ça aurait été cool, hein, ça aurait pu me plaire, sincèrement. Voilà, le fait qu'on n'ait pas exploité ça jusqu'au bout est un peu gênant. Je reconnais, mais au sein de la série elle-même, on peut dire que il a sa conclusion acceptable. Hein, parce que la dernière fois qu'on le voit, c'est Aladdin qui finit par le laisser à sa malédiction alors qu'il lui reste plus beaucoup. Avant de finir par décrépir totalement, ce qui est assez horrible pour le personnage, hein. J'avoue que j'aime beaucoup ça. Léger manque de force dans ses confrontations avec nos héros pour le rendre aussi impressionnant, aussi délectable qu'il le pourrait, hein, pas de S comme je l'ai dit dans cette série, mais vraiment un méchant très solide et très réussi qui me plaît bien. Et ce qui le plombe un tout petit peu aussi, c'est ce gars-là que j'aime pas, je supporte pas ce truc. C'est un Yago 2.0, mais voilà, pour Mozenra, une espèce d'anguille vivante. Je la trouve juste ridicule. Elle a porté que dalle et c'est juste le familier grotesque pour apporter un peu de comédie autour du grand méchant qui n'essaye pas une seule seconde d'être drôle, lui. Hein, ça c'est un truc que pas beaucoup de méchants, faut reconnaître, ont, c'est que il n'a à aucun moment donné des moments où on le ridiculise lui personnellement par rapport à son comportement. Alors que
tous les méchants qu'on a eu ont toujours eu ces moments un peu rigolos, un peu gag. Lui, non. Donc on veut un peu compenser ça avec cette espèce de bestiole à la con et ça plombe pas mal ces moments-là. Hein, mais c'est vraiment imputé sur la créature et pas lui, hein, vraiment. Donc c'est pour ça que je vais pas non plus trop lui en tenir rigueur. Mais bon, j'aime pas ce machin-là. Et ensuite, pour terminer, nous avons Mirage, une des égéries de la communauté Fury. Je suis désolé de vous attaquer avec ça. Je m'excuse, je m'excuse. Voilà. Bref, Mirage, c'est donc une femme chat qui veut avoir le pouvoir sur Agrabah pour des raisons un peu simples. Autant Mozenra, je comprends, autant elle, on essaie un tout petit peu d'appuyer qu'il y a une espèce de conflit idéologique entre Mirage et Fazir. Et j'aime bien. J'aime bien. Le truc, c'est que, ça, comme je l'ai dit, ça va pas plus loin et ça l'empêche d'être particulièrement notable dans ses motivations. Ça l'empêche d'être excellentissime. En dépit du fait que, je reconnais, c'est facilement la plus grande menace de nos héros. Hein. Bon, il y a lui qui a représenté une menace encore plus forte à l'épisode où il est apparu, mais à nouveau, c'est son truc de faire le chaos, il passe en coup de vent, quoi. Elle passe régulièrement, et c'est facilement la plus grande menace que nos héros aient à affronter. Facilement, de la série. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît énormément ça. Elle a une vraie présence, une vraie vilainie délectable comme je les aime. Et rien que ça lui vaut beaucoup, ça lui vaut beaucoup. C'est juste que il y a certaines choses qui sont laissées en suspens. Ce genre de choses, malheureusement, vous empêche d'être la crème de la crème des méchants qu'on puisse créer. Mais tel quel, c'est facilement l'un des plus grands points forts de la série avec Mozenra. Facilement. Nous entendons donc nos héros principaux et les persos de soutien vraiment récurrents, quoi. En commençant par Razul, que j'ai beaucoup aimé dans cette série. Par rapport à l'évolution de sa relation avec Aladdin. Mais je me suis déjà penché là-dessus dans ma critique d'Aladdin 3. Je trouve que ce qui est le plus dommage dans le fait qu'Aladdin 3 fasse comme si la série n'avait jamais existé, c'est que il y avait vraiment toute une évolution satisfaisante entre la façon dont ces deux-là se considéraient. Razul, dans les deux premiers films, a toujours considéré Aladdin comme un sale vaurien qui ne méritait pas sa place. Le fait qu'on lui fasse reconnaître un petit peu qu'Aladin a des valeurs en tant que chef et qu'Aladin et lui fassent un peu la paix avec des moments houleux, je trouve ça super intéressant quand on se centre sur eux. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça n'ira pas plus loin. Et s'il y a bien un truc qui m'a particulièrement énervé dans Aladdin 3 à cet égard-là, c'est le fait qu'on le rabaisse à ce chef de la garde complètement débile. Qui ne sait pas retenir une petite phrase. Ah, je sais pas retenir Sésame, ouvre-toi, je suis complètement con. Hein. C'est ce genre de délire-là, quoi. Ça a pas aidé, je suis désolé, ça a pas aidé. Mais bon, au sein de cette série, c'était super cool. Et si ça avait été maintenu comme ça, je pense que j'aurais pu vraiment apprécier Razul en tant que personnage global. Malheureusement, c'est que dans cette série que ça s'est vraiment mis en avant. Le sultan, sympa. Sympa sans plus, quoi. Bon, c'est comme dans le film, il est pas très marquant, il fait son job quand le scénario le sent, sinon la plupart du temps on fait comme s'il n'existait pas ou comme s'il était en décoration et il a deux épisodes où on le met un tout petit peu en avant. Donc le fameux épisode avec le maître des plantes où on raconte un peu son passé du marché qu'il a été prêt à faire pour permettre à son royaume de prospérer. C'est assez cool ça, de montrer un peu le passé du sultan. Et un épisode où il remet une armure ancienne pour protéger la cité, mais où il se fait contrôler par la dite armure. Voilà, il est bizarrement classe à ce moment-là, mais c'est pas totalement lui, quoi. Donc... En dehors de ça, ben, c'est le chef qui est un tout petit peu autoritaire quand c'est pour la protection de sa fille, mais sinon, ben, il est là. Voilà. Hein, il est là, et globalement, si c'est l'impression qu'il me donne, il est là. Ça vaut pas plus que c'est. Nous avons ensuite Yago, pour moi c'est la perle de cette série, facilement. On poursuit un petit peu
ce qu'on avait entamé sur lui dans le retour de Jafar. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'est racheté parmi nos héros, qui traîne avec eux, mais qui a toujours ses désirs de richesse, de grandeur. Il a beaucoup moins d'intentions nobles que nos héros. Ce qui fait que lorsqu'il est un peu obligé d'être héroïque, il y a quelque chose de plus gratifiant qui en ressort de sa part. Et il a des interventions qui sont savoureuses. Vraiment savoureuses. Hein. C'est lui qui a les meilleures répliques, hein, facilement. Pour moi. J'aime beaucoup Yago. Et je pense que si c'est mon sidekick préféré existant de tout Disney, c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on lui a fait faire au fur et à mesure de la saga Aladdin. Vraiment. Et c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup chez lui. Bon, ensuite nous avons Raja. C'est comme le sultan, il est là, quoi. Je crois qu'il a un épisode où il s'intéresse un peu à Jasmine. Parce qu'elle est contrôlée. Ou justement parce que c'est Sadira qui remplace Jasmine. Voilà, et donc il la reconnaît pas parce qu'il a cette fidélité. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt mignon de sa part. Après, le problème principal avec Raja, c'est que je dis que c'est un perso récurrent, mais il n'y a pas des masses d'épisodes où on le voit. En tant que personnage un tant soit peu marquant, quoi, qui ait un rôle un tant soit peu notable. Il doit avoir un rôle dans 3-4 épisodes maximum, et il y a peut-être un seul épisode où il a un rôle un tant soit peu central. Voilà, et c'est ça le truc. Vous l'exploitez à peine, Raja. Ça aide pas énormément à le rendre très notable, très remarquable. C'est ça le truc. Mais quand il apparaît, il est cool et pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Mieux exploité dans les 2 premiers films. Hein. Ensuite, nous avons Abu. Alors lui, il est plus exploité, il est cool. C'est le même principe, le même problème que j'ai avec lui dans Aladdin 2 et même dans Aladdin premier du nom. Il a ces moments où il est un petit peu emmerdant avec ses singeries exprès, cette façon de se plaindre, cette façon de foutre le bordel, juste parce que il est intéressé par tel diamant, tel truc. Et ça s'épuise vite. Même dans le premier film, je trouvais que c'était un petit peu juste. Dès le deuxième film, ça s'épuisait. Mais alors là, à répéter avec Abu, c'est un peu gênant. Après, j'ai pas non plus trouvé qu'il avait des moments horripilants à cet égard-là. Et quand il y avait besoin qu'il aide, il aidait. Une fois de plus, c'est l'ami qui est là pour prêter main forte et qui est fidèle à ceux qui sont avec lui, qui l'ont aidé pendant tout ce temps. Et j'apprécie ça, quoi. C'est un peu comme Raja, cette fidélité, mais avec une personnalité plus détaillée où on le développe vraiment plus, quoi. Et je reconnais que l'épisode sur sa rencontre avec Aladdin était joli, à cet égard-là. Ah, et là aussi, c'est limite, je mets en baie. De justesse, de justesse. Le tapis, cool. Rien de spécialement marquant, hein, c'est le tapis ultra fidèle, qui peut avoir quelques bonnes idées de temps en temps, et on joue sur le fait qu'il ne parle pas. J'ai toujours beaucoup d'estime pour ces animateurs qui arrivent à donner de la personnalité à un simple tapis plat comme ça, par rapport à la façon de se déplacer, de se plier un peu à sa façon, tout ça, c'est cool. Après, ils vont pas excessivement loin non plus, c'est pour ça qu'il n'est pas le plus marquant qui soit, mais j'avoue qu'il me plaît quand même beaucoup. Le génie. Ah mon dieu, ça fait partie de ces personnages. J'adore leur personnalité, j'adore une bonne partie de leur humour. Mais l'écriture autour d'eux est tellement grossière des fois. Vraiment grossière. Tu sais du mal. Le génie est une aberration pour la logique scénaristique que veulent faire passer une bonne partie de nos scénarios. Faut le reconnaître, hein, avec les pouvoirs dont il dispose, il pourrait régler les 3/4 des problèmes qui surviennent en un claquement de doigts. Mais il ne le fait pas, sinon il n'y aurait pas de scénario. Alors bon, il y a un autre quart de scénario où c'est plus grave et à ce moment-là c'est pas aussi simple, hein, comme contre Mirage par exemple, mais quand même, il y a ce problème-là qui se pose et je vous jure c'est assez ennuyeux lorsqu'on s'y penche, lorsqu'on y réfléchit, malheureusement.
Et je peux pas totalement pardonner ça. Je peux pas dire que c'est pas grave du tout parce qu'il me fait rire. Parce que c'est un peu trop facile, je suis désolé. Après, le fait qu'il me fasse rire, qu'il ait toujours cette bonne personnalité, ça le met quand même à un niveau plaisant de cette liste, mais je n'irai pas plus loin que B, hein, pas plus loin que B. Allez, à côté d'Eden, ils sont faits pour être ensemble, ces deux-là. Nous finissons sur notre couple principal, en commençant par Jasmine. Cool. Alors j'hésite entre A et B. Je vous cache pas, j'hésite entre A et B. Elle a le problème de la femme forte forcée, dira-t-on, qu'on met en avant. Quand telle est mise en avant sans qu'on insiste trop là-dessus, c'est super cool. Mais il y a de temps en temps des fois où on veut à tout prix la rendre badass, quelles que soient les circonstances. Pour le côté girl power un peu forcé, et c'est jamais très très fin. Et ce qui rend la chose un peu dommageable en ce qui me concerne. Est-ce que ça suffit à la mettre en B? Non, allez, je vais la garder en A quand même. Ça va, de justesse, mais en A. Parce que j'apprécie quand même le courage dont elle fait preuve. Qu'elle se sente totalement impliquée dans les affaires d'État par rapport à son pays, c'est quelque chose de cool, hein, qu'on n'a pas vraiment grandement développé dans le premier film. Disons qu'elle luttait pour son pays à cause de circonstances très exceptionnelles avec Jafar, mais là, elle était beaucoup plus proactive pour aider Agrabah. Ça se montrait un peu plus, ça. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fait qu'on n'en ait pas fait une potiche, quoi, qu'on l'ait pas mise au second plan, et c'était Aladdin qui faisait le gros du boulot. Elle participait, et même si par moments c'était un peu gros, parce qu'elle n'avait pas vraiment de grande formation de guerrière, c'est ça le truc. C'est ça que je veux dire, quoi. Une princesse qui a été élevée vraiment dans son palais, qui a jamais pu en sortir toute sa vie, vous pouvez pas me faire croire qu'elle peut être aussi agile qu'Aladin, quoi. Et pourtant, c'est le cas, c'est ça. Mais je suis prêt à passer ça. Outre, ça m'a suffisamment plu, ces implications, pour que ça me suffise et que ça compense les petits problèmes de girl power un petit peu exagérés par moment. Et Aladdin, pareil, je vais le mettre en A. Bon, il a quelques épisodes où il n'est pas énormément mis en valeur, mais globalement, il est très satisfaisant. Globalement, c'était le héros sans peur et sans reproche, prêt à tout pour venir en aide à ceux qu'il aimait et à lutter contre les injustices, avec ce petit passé trouble de voleur des grands chemins avant, qui le hantait un petit peu, qui le rattrapait un petit peu. Et il y a cette approche qui est très bonne chez lui, quoi. Le héros qui doit représenter le pays, mais également un modèle qui vient d'un milieu modeste. Hein, et on sent ça chez certains personnages qu'il croise, comme par exemple cet épisode centré sur Mirage, où il y a un gamin qui essaye de suivre ses traces, mais qu'il a un peu laissé derrière avec ses responsabilités. C'est plutôt joli, ça. Il y a beaucoup de moments qui sont très bons autour de lui et de ses responsabilités et de ce qu'il est prêt à faire. Il y a quelques épisodes où on le rabaisse un petit peu, mais c'est plus une minorité qu'une majorité, ça. Et quand les épisodes sont pas super bons autour de lui, c'est rarement à cause de son caractère en soi, c'est à cause du scénario à la con qu'il y a à côté. Donc ça aide bien, ça aide bien à ne pas trop le rabaisser, ça. Voilà qui fait un petit peu donc le tour de ces personnages. Pour une fois, c'était un peu moins long que d'autres. Et pour compenser, allez, tiens, on va faire le top 6, comme la dernière fois. Alors bon, j'adore le maître des plantes, mais il apparaît qu'un seul épisode, donc c'est lui qui est à la fin. Mirage manquait un peu trop de développement par moment, et il manque une conclusion, ce qui la rend un peu frustrante en dépit de ses bons points. Mozenra est un tout petit peu défait, un tout petit peu rabaissé par certaines situations qui lui rendent pas justice, notamment avec son sidekick. Mais je préfère quand même légèrement à Jasmine à cet égard-là, parce que Jasmine n'a pas autant de présence, je dirais.
Aladdin reste un bon héros qui porte très bien la série, mais mon préféré c'est Yago. Voilà, Yago, hein, je me suis déjà étendu pourquoi, hein, facile. Oui, il y a des moments où il est ridiculisé, hein, comme tout le monde, comme tous nos personnages, mais globalement c'est lui qui me fait le plus rire et c'est lui qui est le plus satisfaisant dans ses histoires où il apprend à être un peu courageux. Voilà, un petit peu mon top 6. Et voilà donc la tier list finale. En espérant que ça vous plaise, c'était sympathique à faire. C'était sympathique de revenir un petit peu sur cette série que je pense pas revoir de sitôt. Ça arrivera peut-être, mais je pense pas que ça se reproduira de sitôt, quoi. Ou alors si je me le revois, ce sera clairement pour sauter pas mal d'épisodes quand même, hein. Il y en a une partie qui sont un peu qui sont un peu trop discutables. Cela étant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vous-même à faire votre propre tier list, hein. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.